Alors bonjour d'abord. Et donc je vais vous présenter ces travaux. Alors à la base, il faut savoir que ça a fait l'objet d'une note Terra Nova. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, il y avait eu le sujet qui avait été porté l'année dernière, notamment par le CHIF, mais aussi il y a eu la mission Canfin, Mestral et Grandjean, qui avait produit un rapport. Et donc l'idée, elle avait germé sans aboutir. Et donc on va le voir, on a vu que c'était un moment en fait où il y avait une espèce d'alignement des planètes. Il y avait une conjonction de facteurs qui permet de remettre le sujet sur la table de manière pertinente, enfin à notre point de vue. Et donc on a à la base, c'était un travaux que j'ai entamé avec Alain Grandjean. Ensuite, on a eu le support d'un économiste, d'Antoine Guillou, qui travaille à Terra Nova, et enfin d'I4C avec Émilie Alberola et Charlotte Weiss, qui a fini par aboutir à une note Terra Nova qui a été publiée fin août, début septembre. L'idée maintenant, voilà, c'est de proposer une présentation un peu plus synthétique de cette note qui est assez longue. Et donc la mesure consiste à instaurer un prix minimum du carbone, donc en Europe de l'Ouest, donc qui ne serait pas un système communautaire avec les 28, voire les 27, mais qui serait un système vraiment spécifique à quelques pays. On estime que ça va être un dispositif efficace pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre de l'électricité. Donc je vais commencer rapidement par présenter un peu le contexte. Après, on regardera un petit peu l'évolution du mix électrique dans les différents pays frontaliers de la France. On verra les conséquences prévisibles du mécanisme, enfin celles qu'on peut attendre en tous les cas sur les prix des marchés de gros, etc. Et enfin, on en viendra aux conclusions. Il y aura ensuite une séance de questions-réponses où la salle pourra intervenir. Sur la présentation des enjeux. Donc la première chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un... Je vais essayer avec le micro. Vous m'entendez? Pas trop même là, ça marche pas. Même si je parle fort, ça va être compliqué, donc je vais rester au pupitre. Donc aujourd'hui, il y a un mécanisme européen qui couvre l'ensemble des émissions de l'industrie lourde et de la production d'électricité. Ces émissions, au total, aujourd'hui, elles représentent environ 45% du total des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Donc c'est une partie très significative. Et au sein de cet ensemble, comme on peut le voir sur le graphique de droite, vous voyez qu'en fait l'électricité c'est déjà 50% des émissions de l'industrie lourde européenne. Alors ce qu'on voit dans le graphique de gauche, c'est que certes ces émissions sont en réduction continue. La question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce que ça va suffisamment vite pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Donc déjà un enjeu très significatif en termes d'émissions. Ce système ETS, il en est aujourd'hui à sa troisième période qui va se clore en 2020. Donc c'est justement là qu'ont débuté pendant la troisième période les mises aux enchères d'une part. Et aussi c'est l'électricité par exemple qui est intégrée à ce schéma depuis le début, donc depuis 2005. Aujourd'hui achète 100% des tonnes de carbone émises sur ce marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'allocation gratuite, parce que le mécanisme prévoit également des allocations gratuites pour protéger certains secteurs industriels, ce qui n'est pas le cas de l'électricité, qui doit acquérir 100% de ses émissions via le marché. Il y a aujourd'hui autre chose fait structurant en termes de contexte. Il y a la quatrième période qui est en cours de discussion. Cette quatrième période, elle va porter sur les 10 prochaines années qui suivront 2020. Et aujourd'hui, on est à un stade quasi final dans l'approbation des textes qui vont régir ce mécanisme. C'est ce qu'on appelle le trilogue, où la Commission européenne discute avec le Conseil et le Parlement et donc du coup c'est un arbitrage, il y a des négociations qui sont susceptibles d'aboutir d'ici la fin de l'année. Alors, autre chose aussi pour les personnes qui ne sont pas familières de ce système, c'est que ce système, il est complémentaire de ce qu'on appelle taxe carbone. Vous avez pu voir peut-être récemment dans l'actualité, notamment avec le plan climat, le rehaussement de la taxe carbone qui était prévu. Et en fait, ces deux systèmes sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va s'impliquer sur les usages diffus. Typiquement, quand vous allez aller prendre votre essence ou que vous allez consommer du gaz chez vous, là, on va parler de la taxe carbone. A contrario, quand on parle de marché du carbone, de système d'échange de quotas européen, là, ça va s'adresser à la production d'électricité centralisée à l'industrie. Il ne faut pas, voilà. Et là, par exemple, en France, voilà, c'est avec les acronymes barbares TICGN et TICPE que la taxe carbone va se matérialiser notamment. Alors,
Bon, le contexte, il a déjà été plus ou moins imposé. Il y avait donc les travaux du Shift, il y a eu la mission Canfin, Grandjean, Mestralet, qui, elle, proposait un corridor de prix. Donc, un corridor de prix sur ETS, ça veut dire vous avez un prix minimum, et pour ne pas inquiéter toute l'industrie européenne, vous avez aussi un prix maximum, afin que ça ne puisse pas excéder non plus, ça ne puisse pas atteindre des paliers, des niveaux de prix trop hauts. Il y avait donc eu d'abord une tentative du gouvernement Hollande de réaliser une mesure franco-allemande sur l'électricité, mais qui n'avait pas abouti. Puis il y avait eu effectivement Ségolène Royal, comme l'a dit Jean-Marc, qui avait proposé, sur la base des travaux réalisés, de faire une mesure à l'échelle française, donc qui se serait appliquée principalement donc, à des centrales à gaz et des centrales à charbon. Malheureusement, cette mesure n'a pas abouti. Et ensuite, il y a eu une question sur l'application sur les centrales à charbon, puisque on va le voir en termes de carbone, c'est l'enjeu, enfin, au niveau européen en tout cas. Et voilà, il y a eu notamment des travaux du Shift au niveau juridique pour prouver que voilà, on ne pouvait pas appliquer ça n'allait pas faire de discrimination, etc. Enfin, il y a eu une commission à haut niveau qui a suivi les travaux de la commission Canfin Grandjean Mestralet avec donc Stern et Stiglitz, qui a abouti à des recommandations également de prix minimaux pour le carbone. Alors ils ont, on va dire, un petit peu modéré leurs conclusions parce que ça doit dépendre du niveau d'avancement des économies et de beaucoup d'autres facteurs, mais néanmoins eux-mêmes ont recommandé la mise en œuvre d'un prix du carbone qui s'approcherait donc de 20-30 euros de la tonne de CO2, ce qui était également une recommandation proche de celle qui avait été faite lors de la commission Canfin Grandjean Mestralet. Alors, on va commencer par un petit diagnostic rapide sur le système ETS, parce que on se dit il y a un système, alors qu'est-ce qui ne va pas avec ce système? Ce que vous voyez à droite, donc c'est l'évolution des prix. Alors là, vous voyez, c'est pas extrêmement lisible, mais cette barre-là que je vais montrer avec le pointeur. Cette barre ici, là on est à environ 7 euros, donc aujourd'hui on n'est pas très loin des 7 euros. Donc ce 7 euros, on va voir qu'en fait c'est pas très important et ça ne permet pas de sélectionner les investissements comme on le souhaiterait. L'autre chose, c'est que vous avez les courbes rouges en fait, et les courbes rouges, à chaque fois c'était le niveau de prévision, les attentes réalisées par les acteurs de marché sur l'évolution de la tonne de CO2. Et en fait, donc on a toujours cru que ce prix allait croître avec les années, ce qui au final ne s'est jamais réalisé. Et ça pour plusieurs raisons. Il y a la première raison, alors en fait, la première chose, c'est que c'est un mécanisme, donc il est européen, donc il est compliqué. Aujourd'hui, il fonctionne avec 28 pays. Il nécessite l'adhésion d'un très grand nombre de pays pour pouvoir évoluer, c'est ce qui se passe en ce moment. Et il n'est pas facilement réajustable. Et il va dépendre notamment des politiques nationales. En l'occurrence, les politiques nationales, elles vont porter principalement sur... Enfin, celles qui vont interagir avec ce mécanisme-là, c'est typiquement les politiques d'efficacité énergétique et les politiques de déploiement des énergies renouvelables. Et en fait, quand vous mettez en place de manière unilatérale ces mesures, eh bien, en fait, vous avez un impact fort sur le marché du carbone, sur le marché ETS, et en fait, ça maintient quelque part les prix bas par un excès d'offres. Donc, il y a ces mécaniques nationales, il n'y a pas de réajustement, et on l'a dit, donc c'est un processus complexe. À titre d'illustration, en fait, il y avait un moment, donc on a vu qu'il y avait un excès de quotas sur le marché, donc on s'est dit, on va aller en retirer. C'est ce qu'on appelle le backloading. Et donc ça, c'est arrivé de mémoire au cours des années 2015-2016, 2015, je crois, mi-2015, et on a été retirer un certain nombre de quotas du marché pour diminuer l'excès. Pour autant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a eu un impact assez faible d'une part, et qu'en fait ça a mis 1 an et demi pour aboutir. Donc on voit quand même qu'il y a une gouvernance compliquée, longue et fastidieuse pour aboutir à des décisions. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y avait pas de mécanisme de réajustement. Alors on va voir que pour la prochaine période, il y en a un qui est évoqué, mais à ce stade, il n'y en a pas. Donc on voit que si on veut faire quelque chose au niveau du prix du CO2 pour aller sélectionner les bons investissements, il va falloir qu'on trouve une mesure qui puisse être mise en œuvre immédiatement. Et donc on va voir pourquoi c'est intéressant de parler de prix minimum à ce moment-là. Sur les discussions en cours. Les discussions en cours, aujourd'hui, donc elles portent, comme on l'a vu, sur la période 2021-2030.
Et ce qui va se passer, c'est que, d'une part, en fait, par rapport aux propres objectifs de l'Union européenne, qui est de moins de 90% à 2050, en fait, vous avez ce qu'on appelle des facteurs linéaires de réduction, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Mais en fait, même si vous suivez les recommandations, enfin ce qui est prévu aujourd'hui pour être mis en œuvre, en gros, vous n'allez pas atteindre l'objectif qui est prévu à 2050. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que lui-même, en fait, l'objectif de 2030, il n'est pas forcément suffisamment ambitieux. Ça, par exemple, vous le voyez sur ce graphique, puisque vous voyez qu'il y a une inflexion ici, et en fait, ça veut dire que vous allez aller chercher les émissions les plus simples à réduire jusqu'à 2030, et après, ça va s'intensifier, et c'est là que vous allez devoir faire les plus gros efforts. Donc, quelque part, déjà, ça, c'est aussi quelque chose qui est critiquable, parce qu'en général, on va aller chercher les tonnes de CO2, éviter les plus simples à mettre en œuvre. Pour autant, ce mécanisme, non, lui, il s'inscrit, il ne fait pas pareil, il dit vous allez réduire beaucoup, mais à partir de 2030. Ce que ça fait, c'est ce que certains acteurs prévoient, c'est que ça engendre un manque de visibilité important sur ce qui se passe à 2030. Il faut savoir que dans l'industrie lourde, et même dans la production d'électricité, les investissements, c'est des investissements de long terme, c'est des décisions qui vont importer sur 20, 30 ans, voire plus. Et donc, quand vous êtes acteur industriel aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir de la visibilité. Si vous savez qu'il va y avoir un renforcement de la contrainte très fort à partir de 2030, eh bien vous pouvez quand même légitimement espérer qu'on vous donne un peu plus de visibilité. Enfin, donc il y a un mécanisme qui va être introduit. Donc on a vu qu'il y avait, jusqu'à présent, il n'y avait pas de réajustement. Il y a un mécanisme pourtant aujourd'hui qui est évoqué pour faire le réajustement, c'est-à-dire en gros, ça s'appelle donc la Market Stability Reserve. Et cette réserve de stabilité, elle va aller prendre les quotas en excès pour éventuellement les restituer plus tard au marché si celui-ci est trop court ou trop tendu. Les analyses à ce stade, et ce n'est pas moi qui les ai réalisées, donc je serai un petit peu en difficulté pour les justifier, mais ce que les experts disent aujourd'hui, c'est que même il y a des propositions du Parlement et de la Commission, mais que dans le meilleur des cas, si vous prenez celle qui est la plus difficile, entre guillemets, eh bien, vous n'arriverez à vider votre réserve de stabilité qu'à 2044. Ce qui fait que vous avez toujours, votre coussin, en gros, il sera toujours là jusqu'à 2044. Donc aujourd'hui, ce n'est pas susceptible de contraindre les prix entre 2021 et 2030. Ça, c'est le diagnostic. Donc, comme on le disait, il va être nécessaire quand même de mettre en place un mécanisme opérationnel rapide et en plus qui permet de donner de la visibilité, et ce, dès aujourd'hui, pour la prochaine période. Le prix minimum, c'est de proposer, en fait, l'idée de ce mécanisme, donc on l'a vu, on va le restreindre à l'électricité pour qu'il soit applicable, pour qu'il soit vraiment pragmatique, il a ciblé les émissions les plus importantes, et il a donc vocation, si par exemple les industriels, ils ont payé une année donnée, je ne sais pas, par exemple 6 €, comme c'est le cas maintenant, eh bien on va dire, on va vous mettre un complément de prix pour arriver à un prix minimum qui serait compris entre 20 et 30 €. Donc en fait, ça fait comme si le prix du carbone était entre 20 et 30 €. Cette mesure, pour être efficace, on va le voir, il faut quand même absolument qu'elle soit déployée dans un contexte européen, sinon frontalier avec la France. Ces mesures-là ne peuvent pas être déployées de manière unilatérale, ou en tout cas, ce n'est pas très sain. Ce n'est pas très sain parce que ça peut générer des fuites de carbone. En fait, ce qui se passe, c'est que les marchés d'électricité, ils sont tous interconnectés entre eux. Donc la France, elle est connectée avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, par exemple, l'Italie, l'Espagne. Et donc, en fait, si vous mettez en place tout seul la contrainte chez vous, potentiellement, vous pouvez occasionner des fuites de carbone dans les pays voisins. Donc il faut impérativement que ce mécanisme soit mis en œuvre avec les pays voisins, l'Allemagne en premier lieu, comme on va le voir, puisqu'en plus il y a beaucoup de production fossile en Allemagne, mais également en Italie, en Espagne, où on va voir qu'aussi le système électrique ne se développe pas tel qu'il devrait. Il y a également absolument le Benelux associé. Donc l'idée, c'est que quand vous mettez un prix, donc là on a donné une illustration, si vous mettez un prix à 30 € la tonne de CO2, aujourd'hui on est entre 5 et 7, donc on n'est pas très loin, en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire passer le gaz devant le charbon. La lignite, ça il y en a par exemple typiquement beaucoup en Allemagne, c'est un combustible qui est très polluant, qui a également la propriété aujourd'hui d'être très peu cher, et donc celui-ci, si vous mettez un prix à 30 € la tonne de CO2, vous n'arrivez pas à le faire passer derrière le gaz. Donc le gaz, c'est moins polluant que le charbon et la lignite, mais donc avec à 30 € du CO2, là vous faites passer le charbon qui du coup, dans l'ordre de mérite, il est plus loin, il sera plus difficilement accessible et en fait, quelque part, il va sortir
ce qu'on appelle le merit order, et donc il ne sera plus sélectionné en tant que moyen d'ajustement. Alors, ça fait pas passer, ça c'est une illustration théorique, donc ça ne fait pas passer toutes les centrales à charbon derrière toutes les centrales à gaz, mais les moins performantes, elles vont passer en grande partie derrière les centrales à gaz. Et donc, cette mesure, à titre d'illustration, il y a quelques modélisations qui montrent que si elle était appliquée en France, en Allemagne et en Italie, ça permettrait d'éviter 60 millions de tonnes. Alors par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les émissions en Allemagne, on doit être pas loin de 900 millions de tonnes de CO2. En France, on doit être pas loin de 450-500. Donc par exemple, par rapport à la France, ça ferait plus quand même de 10% des millions de tonnes de CO2 du bilan français en termes de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment pas négligeable. Alors, ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont objecter quand on va présenter ce type de mesure, c'est mais pourquoi diable mettre un prix, faire un mécanisme compliqué alors que vous avez un système européen? Si les prix sont bas, après tout, quel est le problème? C'est que le mécanisme marche, c'est qu'on est allé vraiment sélectionner les tonnes de CO2 les moins chères et que c'est très bien comme ça. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand les prix sont bas comme ça, en fait, typiquement, pour le secteur qui nous intéresse, on ne va pas du tout aller sélectionner les investissements les plus performants d'un point de vue de la lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que vous voyez dans le graphique de droite, c'est la variation annuelle de capacité installée ou retirée en Allemagne. Et vous voyez que jusqu'à très tardivement, donc même jusqu'à 2015, donc il y avait encore des mises en service de centrales allemandes au charbon en Allemagne. Pour information, il y en a encore, alors ce que Carbon Call Plant Tracker indique, c'est qu'il y en a encore une qui est en cours d'obtention de permis et encore une qui est en cours de construction. Donc, quelque part, votre système ETS, il n'a pas sélectionné les bons investissements. Ce qui risque de faire, par ailleurs, c'est de déchouer, par exemple, certains actifs gaz. Il y a un autre fait structurant pour l'industrie de l'électricité, c'est que le marché, il est aujourd'hui en surcapacité. Il y a par exemple une étude de France Stratégie qui a commencé à l'illustrer en 2014. Et en gros, ce que vous avez, c'est que vous avez une croissance extrêmement importante de la capacité installée, notamment en termes d'énergie renouvelable. Et par ailleurs, vous avez une stagnation, voire baisse de la consommation. Une autre manière de le voir, c'est également de voir que parfois, les prix du marché de gros électricité, ils sont voisins de zéro. Donc, vous avez ce mécanisme-là. Et donc, on se dit, si il y a le mécanisme, le marché électrique il est en surcapacité et que donc il y a certains actifs qui vont être sélectionnés et pas d'autres, on a vraiment envie de dire qu'on a envie d'aller sélectionner ceux qui sont les moins polluants. Et donc, si vous laissez le marché opérer seul, c'est pas ce qui va se passer. Il y a des actifs gaz qui vont probablement sortir et donc ça ne serait pas simple puisque vous allez arriver à un système électrique d'ici 10-15 ans qui sera donc pas performant au regard des enjeux de la lutte contre le changement climatique puisque l'Europe elle est très ambitieuse dans ses objectifs. Et alors l'autre intérêt, c'est que donc d'une part, on permet d'orienter les investissements à long terme vers les bons moyens de production. On permet de conserver ceux qui sont les moins polluants dans l'intermède et à très court terme, en fait, dès que la mesure est mise en œuvre, en fait, ça permet immédiatement d'orienter la production en sélectionnant les moyens les moins carbonés. En fait, le switch que vous avez vu à la slide précédente, il s'opère dès que vous mettez en place ce prix minimum. Donc en fait, cette mesure marche sur toutes les échelles de temps. Donc elle permet de donner de la visibilité. Donc ce qu'on a, voilà, la conclusion, je l'ai plus ou moins déjà dite, c'est que il vous faut vraiment un mécanisme supplémentaire parce que sinon, vous n'allez pas arriver à mettre en place le bon système. L'autre question, c'est, très bien, on en a parlé l'année dernière, mais pourquoi maintenant? Alors pourquoi maintenant? C'est parce que donc il y a eu notamment la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Donc ce que ça a naturellement, je ne sais pas, mais en tout cas ce que ça a engendré, c'est une reprise du leadership sur les questions climatiques en Europe. En France notamment, également en Allemagne. Ça a commencé dès les communications en marge du G20. Il y a eu le plan climat qui a été annoncé début juillet. Et enfin, il y a même encore eu ces jours-ci des déclarations d'Emmanuel Macron qui, alors, bon, certes, on a parlé beaucoup de la taxe carbone aux frontières, mais il y a eu également des propositions pour soutenir le prix du carbone. Autre chose, c'est que ce qu'on avait en vue quand on a commencé à rédiger, c'est les élections allemandes, puisqu'on se disait que l'écologie et l'environnement allaient être un argument fort, allaient être un enjeu de poids pour les élections. Et donc,
jusqu'à présent, c'est pas faux, puisque ce qui va... Donc vous avez les élections, les résultats des élections à gauche, pardon, donc où la CDU a effectivement obtenu 34% des sièges, SPD, 21, etc. Et en fait, donc il y a à droite, vous avez les coalitions qui sont possibles en Allemagne, vues d'aujourd'hui, sachant qu'il est à ce stade improbable que le SPD s'associe avec la CDU, donc le parti de gauche. Il est plus probable qu'il y ait une alliance avec le FDP, donc les libéraux, et les Verts, sachant qu'un point de clivage important entre ces deux derniers mouvements, c'est justement le climat, où il va y en avoir certains, comme les Verts typiquement, qui sont plutôt favorables à des solutions nationales, vraiment de fermeture réglementaire des centrales. A contrario, il va y avoir le FDP qui va être plus partisan de systèmes de marché communautaire type ETS. Donc il va falloir les mettre d'accord autour d'une proposition. En dernier lieu, il y a la COP23 qui va se dérouler à Bonn. Normalement, c'est présidé par les îles Fidji, mais ça se déroulera à Bonn. Donc il y avait, si vous voulez, de bonnes raisons de penser qu'il fallait reproposer une mesure forte maintenant. Alors, on va voir par ailleurs, il y a quelque chose qui est quand même assez important en termes de timing. Voici l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, l'historique d'une part, et les objectifs en Allemagne, au total. Donc ce que vous voyez, c'est que certes, il y a une baisse, très bien. Donc voilà, mais en gros, on baisse de 1,2% par an. Mais à 2020, là, d'ici 3 ans, vous allez devoir faire moins 5%, puis après moins de 8%, etc. Donc vous allez devoir beaucoup baisser, mais là même, vous avez quelque part presque un mur de 150 millions de tonnes de CO2 devant vous. Or, il s'avère que l'énergie, ça pèse quand même, c'est le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, ça pèse 330 millions de tonnes. Donc, dans les objectifs qui aujourd'hui ne sont pas contraignants en Allemagne, mais il y a quand même une trajectoire secteur par secteur, en gros, il va falloir diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre de l'énergie. Et donc ça, vous ne pouvez le faire que si vous retirez du charbon. On passe maintenant à quelques pays, on va revenir rapidement sur l'Allemagne ensuite. Donc la mesure, elle a déjà été mise en œuvre au Royaume-Uni et elle a déjà, alors bon, c'est un dégradé de bleu, mais en fait ce que vous voyez ici, c'est que sur le charbon, ça a bien fonctionné. Le charbon, pardon, excusez-moi, c'est celui-ci à 11%. Donc en fait, il baisse très régulièrement depuis la mise en œuvre en 2013. Donc 42, on est passé à 11% du mix électrique. Le gaz, lui, il a repris des couleurs et donc il était à 24%, il est passé à 41%. Et donc le mécanisme a bien marché, il a permis effectivement de contrebalancer la baisse du charbon par le développement des renouvelables d'une part et par la compensation gaz par ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que ce système, il a bien fonctionné puisque en fait le Royaume-Uni c'est une île électrique. C'est-à-dire qu'elle est mal interconnectée avec le continent et en fait ça n'a pas substantiellement accru les imports d'électricité, donc les fuites de carbone dans les pays frontaliers. Donc ça c'était un succès. Mais bon, c'est lié au système électrique très particulier britannique. L'autre chose qui est un peu problématique dans ce système-là, c'est que la mesure, elle a été mise en place. Donc voilà, on voit là, cette année par exemple, il y avait un prix de 18 livres par tonne de CO2 qui a vocation à croître à 30 en 2020, mais que pour autant, le Royaume-Uni a fait ça de manière unilatérale, ce qui signifie que les quotas qui étaient supposés acheter sur le marché européen, ils les ont pas rachetés, ils n'ont rien fait de spécial, ce qui signifie que la contrainte au global elle est maintenue, mais que eux ils ont réduit, ils ont juste en fait augmenté la contrainte sur eux, mais au global en fait ça n'a rien fait puisque ça a juste relâché d'autant la contrainte sur les autres pays européens. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Si on revient à l'Allemagne un instant, sur le mix électrique, donc on voit que la production est en croissance. Alors, c'est pas marqué sur le graphique, mais la consommation, elle, est plutôt stable. Donc en fait, c'est les exports qui augmentent pas mal. Merci Jean-Marc pour cette information. Et donc il y a les renouvelables qui se sont développés. Pour autant, ce que vous voyez ici, c'est que en fait, les renouvelables, ils ont eu vocation à accompagner la baisse du nucléaire, ce qui était prévu. Ce qui signifie que par contre, sur les combustibles fossiles, donc là, lignite, charbon, gaz, eh bien, vous êtes resté assez stable dans les dernières années. Donc en fait, vous n'avez pas du tout chassé le charbon ni le lignite via le développement des énergies renouvelables.
Donc en fait, eh bien, c'est vrai que quelque part vous avez eu des dépenses, vous avez maintenu votre système électrique avec un... Vous n'avez pas dégradé en tout cas le facteur d'émission global, mais pour autant, vous ne l'avez pas amélioré, alors que vous auriez pu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va voir que le diagnostic est assez similaire en Italie et en Espagne. Ici, en Italie, vous avez le développement des énergies renouvelables en bas, ici, et en fait, ce qu'on voit, c'est que, d'une part, alors les produits pétrole ont un peu réduit, le charbon est resté constant, et par contre, c'est le gaz qui a pris un peu du fait du développement des énergies renouvelables. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement parce qu'il n'y a pas de prix du carbone qui permettent en fait de jouer le rôle de colonne vertébrale quand vous allez développer vos énergies renouvelables. Donc on voit bien ici que quelque part, c'est pas sain en termes pour lutter, on va dire, contre le changement climatique. Sachant que l'Italie a par ailleurs, on le voit quand même, un mix fossile qui est très important. Et qu'en plus, ils comptent sur la décarbonation de leur système électrique comme un enjeu majeur pour atteindre leurs objectifs de lutte contre le changement climatique. Donc, on voit que ce système, chez eux, ça permettrait de produire quelque chose vraiment d'intéressant au niveau du développement du mix. Et en fait, le constat, il est même encore pire, puisque là, vous voyez, alors le gaz, voilà, typiquement, si les moyens bas carbone se développent, et ben, typiquement, c'est le gaz qui décroît, alors que le charbon est maintenu. Et donc là aussi, quelque part, vous avez raté quelque chose, puisque aussi, pareil, le pétrole est maintenu également à son niveau si vous développez les ENR. Donc tous ces pays-là, en fait, ils doivent être associés à la discussion et ils doivent mettre en place ce genre de système si ils veulent continuer à développer leurs énergies renouvelables tout en décarbonant leur mix électrique. On passe maintenant aux conséquences sur le prévisible sur le marché. Donc, ce qui se passerait si on mettait un prix du carbone à 30 € la tonne de CO2 en France, en Allemagne et en Italie, vous auriez une augmentation de 7 € par mégawattheure en France, 12 € par mégawattheure en Allemagne et 10 € par mégawattheure en Italie. Bon, c'est très bien, ça ne vous dit pas grand-chose pour l'instant. Si on compare par exemple à l'évolution, alors ça c'est en moyenne annuelle, ça veut dire en gros si vous achetez ce qu'on appelle un ruban, donc en fait une livraison continue d'électricité sur toute l'année. Ça ne veut pas dire que par moment vous n'allez pas avoir un prix plus élevé, il y a des moments ça va être au-dessus, en dessous typiquement, si c'est une centrale à charbon qui fait l'ajustement, que vous augmentez de 24 €, en gros vous allez augmenter le prix du mégawattheure de quasiment 20 €. Donc là ça va faire beaucoup, mais en revanche en moyenne sur l'année, voici les effets qu'on peut escompter. Si là, à droite, vous avez l'évolution des prix du ruban, justement, sur l'année, donc depuis 2015. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que le marché, donc, il est environ à 30 € en France, et il est environ à 36 € en Allemagne. Alors, je crois que c'est un petit peu remonté dernièrement, mais on va rester sur cette idée-là pour l'instant. Et en fait, il subit des variations naturelles qui sont en fait très proches du prix que vous allez avoir comme impact de la mise en œuvre du prix du CO2. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas très loin des variations naturelles du marché de gros de l'électricité. Alors, pour les consommateurs. Pour les consommateurs, ça ne fait pas des hausses extrêmement significatives à première vue, puisqu'on est sur environ, par exemple en France, on va être à 170 € en heure pleine, heure creuse, en coût complet par exemple, et en Allemagne, on va être aux alentours de 300 €. Donc en fait, vous allez avoir des hausses qui sont entre 3, 4, 5% du coût global de votre énergie annuellement. Pour les industriels, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué, puisque les industriels, il y a moins d'intermédiaires entre le marché de gros et eux. Donc le marché de gros, ça représente une fraction beaucoup plus importante du prix final qu'ils vont payer. Et là, par exemple, on avait pris un exemple pour la sidérurgie en Allemagne, où on voyait que ça occasionnait 15 à 20% de hausse du coût pour l'industriel. Ça, c'est hors compensation. Pardon. Ça, c'est hors compensation. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le droit, notamment par exemple en France ou en Allemagne, de mettre en œuvre des aides et des subventions pour maintenir la compétitivité des industries, en particulier celles qui sont exposées à la concurrence internationale. Donc en fait, il y a une communication de la Commission européenne qui vous dit les secteurs pour lesquels, qui sont exposés et donc ceux pour lesquels vous avez le droit de mettre en œuvre une compensation. Et il faut savoir par exemple aujourd'hui, donc ça a été codifié dans le Code de l'énergie, et le Code de l'énergie,
il prévoit donc cette compensation. Il faut savoir que, par exemple, à titre d'exemple, en 2016, ça représentait environ 80% des volumes du surcoût qui était lié au prix du carbone. Donc ça, c'était assis sur un prix qui était pas loin de 6 €, mais en gros, vous aviez 80% de vos volumes qui étaient compensés par subvention, sachant que ce taux-là, il a vocation à évoluer. Et typiquement, il pourrait être également réétudié en cas de mise en œuvre d'un système différent. On parle aussi en France beaucoup, vous avez pu voir notamment dans le plan climat, on a parlé des fermetures des centrales à charbon d'ici 2022. Et en fait, quand vous voulez fermer vos centrales à charbon, vous avez quelque part deux manières de le faire. Il y a deux systèmes qui s'opposent. Il y a le prix minimum du carbone, comme on vient de le voir, comme possibilité, mais vous avez également la fermeture réglementaire. La fermeture réglementaire, c'est quoi? C'est, en gros, vous allez dire, ces centrales de production sont les plus polluantes, et donc c'est celles-ci que je vais aller fermer en priorité. Et donc, quand certaines mesures sont juste présentées comme ça, potentiellement, effectivement, vous allez avoir une fermeture unilatérale des centrales. Alors, en termes d'avantages inconvénients pour les deux, donc le prix du minimum du carbone, contrairement à la fermeture réglementaire, il touche toutes les centrales à charbon. Ça, on va le voir dans les inconvénients, c'est quand même assez important. L'autre chose, c'est que, on l'a vu, alors, attention, petite digression, en fait, aujourd'hui, en France, les renouvelables, quand vous êtes producteur d'énergie renouvelable, vous injectez sur le réseau et en fait, vous êtes compensé de la différence entre le tarif d'achat qui est fixé par le gouvernement, et le prix du marché de gros qu'on a vu avant. Et donc, en fait, si vous faites augmenter le prix du marché de gros, eh bien, vous réduisez le poids sur le budget de compensation aux producteurs d'énergie renouvelable. Donc, on l'a vu, le prix de marché de gros, il augmente si on met en place ce prix minimum du carbone, et en fait, ça vient diminuer d'autant ce qu'on appelait avant la CSPE, qui a disparu, qui a changé d'identité. Mais en quelque part, donc ça diminue quand même fortement le poids des renouvelables dans le budget. Et ça, on va voir, c'est un enjeu extrêmement aussi important, aussi bien en France qu'en Allemagne. En ce qui concerne les avantages de la fermeture réglementaire, c'est que vous allez arriver à des hausses du prix du marché gros qui sont moins élevées que celles qu'on a vues. Mais vous allez quand même arriver, parce que vous allez quelque part faire une pression sur l'offre d'électricité, donc vous allez quand même avoir une augmentation. En revanche, aussi, ce qui est important, c'est que si on met un prix minimum du carbone, ce qu'on voit ou ce qu'on pressent, c'est qu'il va y avoir des transferts financiers, économiques, compliqués entre les acteurs de l'énergie, l'État, les consommateurs, et notamment entre les acteurs de l'énergie, notamment entre les grands acteurs, les acteurs alternatifs, etc. Donc il y a plein d'enjeux de cette nature-là. Si on met un prix minimum du carbone, pour la fermeture réglementaire, c'est assez simple. En fait, alors, petite information que vous n'avez peut-être pas tous, quand vous dites à un acteur de l'énergie, eh bien, on va fermer votre centrale, historiquement, ce qui se passe, c'est que les gouvernements compensent les coûts échoués pour les opérateurs. Par exemple, ça s'est vu récemment avec EDF, pour Fessenheim, si je ne dis pas de bêtises, et ça s'est vu également en Allemagne, où il y a eu 1,6 milliard de compensation, parce que bon, le secteur du charbon en Allemagne, on va le voir, c'est un secteur qui est quand même important en termes d'emploi, et les syndicats sont assez forts. Et donc, quand on ferme 5 ou 6 centrales très polluantes à lignite, eh bien, il a fallu compenser à hauteur de 1,6 milliard les opérateurs. Donc, c'est quand même une charge budgétaire assez significative. Pour autant, ça fait des transferts extrêmement lisibles. Enfin, on sait l'argent, on sait d'où il part, et on sait où il arrive. Dans les inconvénients du prix minimum du carbone, donc on l'a vu, ça génère une hausse des prix assez importante, en particulier pour les industriels, hors compensation. On voit quand même que comme on a généré des recettes, et on va voir qu'on va générer même d'autres recettes, eh bien en fait ça va nous donner une manne financière qu'on va pouvoir allouer notamment à la préservation de la compétitivité des industriels. L'autre problématique, c'est effectivement que ça engendre des transferts de valeur assez compliqués entre les acteurs. Le gros problème de la fermeture réglementaire, c'est que si vous dites « je vais fermer certains actifs très polluants », eh bien en fait, ce que vous allez potentiellement faire, c'est que vous allez laisser de la marge, plus de marge, à ceux que vous laissez en vie. Donc typiquement, si vous dites « je ferme 3 centrales à lignite ou 3 centrales à charbon », eh bien les autres, en fait, potentiellement, vous leur avez assuré un terrain de jeu plus important. Donc ça, c'est un peu problématique parce que du coup, vous n'avez pas vraiment la maîtrise sur vos émissions effectives.
Par ailleurs, ce qui se passe, alors ça, l'occasion des fuites, c'est valable également pour le prix minimum du carbone, mais en général, quand on fait de la fermeture réglementaire, c'est qu'on n'arrive pas forcément à s'articuler, à se coordonner avec les pays frontaliers voisins, et qu'en général, on va dire, bah, moi je ferme chez moi, et donc si moi je ferme chez moi, potentiellement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux avoir des fuites de carbone dans les pays voisins. En dernier lieu, effectivement, je l'ai déjà dit, c'est la pression extrêmement forte sur les budgets publics. En termes, maintenant, si on veut faire un exercice préliminaire de quantification des gains, il y a 3 postes importants pour voir au niveau des finances publiques. On a parlé de la réduction de la charge sur les producteurs. Donc, en France, par exemple, il y a eu 45 TWh qui ont été achetés par EDF au titre de leur obligation d'achat. Donc, si vous multipliez ça par la hausse du marché, ça vous fait environ 300 millions d'euros. Le deuxième poste, c'est que, en fait, donc, si les centrales à charbon en France ne fonctionnent plus, donc il y a 5 tranches, on va le voir après, sur 4 sites, eh bien, les centrales à gaz, elles continuent de fonctionner et donc elles vont payer ce prix minimum. Donc ça vous fait une recette supplémentaire. En revanche, comme on l'a vu, dans le cas anglais, il est absolument impératif, de notre point de vue, afin de préserver l'intégrité du système ETS, de racheter les quotas que vous n'allez plus souscrire. Parce que sinon, vous n'avez rien fait du tout. Donc il faut racheter les quotas, mais ça, c'est pas excessivement coûteux, puisque le prix du quota, on l'a vu, il n'est pas très cher. Hein. Typiquement, il est à 6-7 euros. Donc si vous rachetez les quotas des centrales à charbon qui ne fonctionnent plus, mais qui sont remplacés par du gaz, eh bien, ça vous fait 30 millions de charges. Ce qui, au final, pour la France, vous fait 440 millions. Et alors, ce qu'on voit à côté, c'est qu'on n'est pas du tout, on est 10 fois plus important en Allemagne. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Ça, c'est lié à 2 choses. Par exemple, c'est lié au fait qu'en Allemagne, en fait, on l'a vu sur le graphe précédent, mais de mémoire, on est environ à 190 TWh de renouvelables. Si en plus la hausse du prix moyen sur le marché est 12 euros, et bien du coup ça vous fait quasiment, ça vous fait plus de 2 milliards de recettes qui sont liées à l'allègement du poids de développement des renouvelables, d'une part. Et autre léger facteur différenciant avec la France, c'est qu'on a dit le charbon, lui, il ne va plus fonctionner si on met en place le prix minimum. Pour autant, il y a les centrales à gaz d'une part, mais il y a aussi les centrales à lignite. Et les centrales à lignite, c'est extrêmement polluant. Donc elles vont payer, du coup, elles restent compétitives, donc elles continuent à fonctionner, et donc ça fait aussi une manne financière très significative en termes de budget. Il faut racheter en revanche plus de quotas, mais pareil, à un prix qui est faible, ça représente que 400 millions au regard des 6,4 milliards qui sont absorbés en termes de recettes par la puissance publique. Alors, en termes d'allocation de ces fonds, nous on en a vu 3 principales, qui sont d'une part l'accompagnement, c'est un sujet vraiment social, donc il faut impérativement avoir ça en tête quand on dit qu'on veut contraindre, fermer le secteur du charbon. Il faut vraiment accompagner les salariés du secteur, que ce soit sur la production en France et en Allemagne, mais également sur le secteur minier en Allemagne, puisqu'il est extrêmement, il reste quand même s'il a beaucoup diminué, il reste significatif, c'est ce qu'on va voir juste après. Il est important, comme on l'a vu aussi, de préserver la compétitivité des industriels qui sont exposés à la concurrence internationale, donc du coup de préserver ce niveau de compensation. Et en dernier lieu, l'argent qui est obtenu, il peut également servir à mettre en œuvre des politiques efficaces, notamment on pense à l'efficacité énergétique et aussi au déploiement des énergies renouvelables. En termes, juste avant la conclusion, pour bien voir qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux en termes sociaux, donc comme je le disais, en France, on a 5 tranches pour 4 sites. Il y en a 3 tranches qui sont détenues par EDF et 2 par Uniper. Uniper, je pense, est en cours de cession, mais voilà. Donc, sur la base d'une estimation simple, on est sur environ 800 emplois en France. Et donc, on sent bien que si on met en place un prix minimum, bien, du coup, les centrales à charbon seraient susceptibles de fermer. Et donc, il faudrait prévoir un accompagnement pour les salariés de ces installations. En Allemagne, on n'est pas du tout... Là, c'est la petite carte qui vous montre l'ensemble des centrales à charbon et à lignite, à droite. Ici. Alors, je pense que la carte... Ça, c'est une carte que j'ai prise sur Fraunhofer. Mais je pense que c'est potentiellement incomplet sur les centrales à lignite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur environ 50 gigawatts en termes de production, donc on ne sait pas du tout sur les mêmes enjeux. Et en dernier lieu, sur les derniers chiffres qu'on peut trouver, qui datent de 2013 à 2014, le secteur minier en Allemagne représenterait encore 30 000 emplois.
Donc c'est quand même pas du tout quelque chose qui est négligeable aujourd'hui. Ce qu'on voit en tout cas pour la France, c'est qu'il y a les contrats de transition aujourd'hui qui sont en cours d'élaboration. Le cadre est en train d'être défini. On voit que, alors on n'arrive pas du tout avec des solutions, on n'est pas du tout expert de la transition sociale, mais donc ce qu'on voit au premier abord en tout cas, c'est qu'il y a des grands chantiers pour la transition énergétique locaux, dans les transports, dans le bâtiment, dans le développement énergétique, et on pressent quand même que les contrats de transition qui associent l'ensemble des acteurs pourront être mis à contribution dans le cadre du redéploiement, de l'accompagnement des salariés qui seraient concernés par les fermetures de centrales. Par ailleurs, on a vu qu'il y avait une manne financière assez importante qui pourra éventuellement être mise à contribution pour accompagner ces salariés. Donc, pour conclure, les avantages du mécanisme, comme on l'a vu, c'est une application directe et efficace sans passer par le processus d'approbation complexe des 28, des 27. Et ça permet, comme on l'a vu, de se conformer aux objectifs de contrôle du changement climatique et notamment de développer les énergies renouvelables tout en s'assurant que vous baissez vraiment vos émissions de gaz à effet de serre. En dernier lieu, ce qui se passe, c'est que si jamais le marché, il y a finalement une réforme qui est satisfaisante, qui est ambitieuse et qu'on arrive à obtenir sur le marché ETS des prix significatifs, qu'on rejoint ces prix-là, et bien dans ce cas-là, le mécanisme, tout de suite, il est sans effet. C'est-à-dire que si jamais vous avez réussi à faire un mécanisme de test qui marche, le prix du carbone, tout de suite, il devient inopérant. Donc en fait, il a une valeur assurantielle, entre guillemets. Donc les enjeux, clairement, c'est que si la France le fait toute seule, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment absolument associer les pays voisins. Donc c'est vraiment un mécanisme Europe de l'Ouest. Et les convaincre que c'est une mesure qui est intéressante pour eux, pour aller chercher vraiment les tonnes de CO2 les plus efficaces et les moins chères à éviter. Les enjeux, on a vu, ils sont effectivement très importants au niveau social, dans l'accompagnement des employés concernés, mais également dans la préservation de la compétitivité des industriels, puisque effectivement, ils ne manqueront pas de faire valoir le risque qu'ils risquent de subir en cas de mise en œuvre d'une telle mesure. Et en dernier lieu, le maintien absolument crucial de l'intégrité du système ETS. Donc le but, c'est vraiment qu'ils s'inscrivent en partenariat ou en association avec le système existant. Ce n'est pas du tout d'aller miner le système ETS. C'est vraiment d'aller venir mettre un lobe complémentaire. Tel qu'on le perçoit, ce mécanisme, il a tout à fait vocation à accompagner la sortie du charbon qui a été annoncée à 2022. Donc c'est complètement c'est un moyen complémentaire. Et ce qu'on pressent par ailleurs, c'est qu'il ne faut pas du tout attendre que l'Italie, l'Espagne, le Benelux, l'Allemagne et la France soient d'accord pour faire tout en un. Il faut éventuellement commencer par 2 pays, 3, et associer de proche en proche les volontés des uns et des autres. Si on attend que tout le monde se mobilise, on ne pense pas qu'on arrivera un jour à mettre en place ce mécanisme, ou en tout cas difficilement, dans 4-5 ans, il sera trop tard. Donc vraiment, on recommande vraiment la mise en œuvre progressive au nord et au sud de la France. Et donc voilà, de notre point de vue, c'est vraiment le mécanisme le plus efficace, rapide, et en plus on va vraiment aller chercher les tonnes de CO2 les moins chères à éviter. Voilà, je vous remercie.